propose donc que l'on démarre cette session. Donc merci à tout le monde, à toutes et tous d'être présents. Ce matin, nous allons aborder cette question difficile de diminution et de décarbonation des mobilités en se focalisant sur le transport de personnes. Donc je rappelle que la mobilité en général, c'est 30% grosso modo des émissions françaises, 25% je crois au niveau européen, et 16% des émissions françaises sont dues à la voiture. On a mis en place un mode de vie qui nous permet de nous déplacer en France, mais également dans tous les pays de l'Union européenne, de manière assez massive grâce à la voiture, avec 80% des kilomètres parcourus dans l'Union qui sont dans chaque pays, qui se font en voiture. Et cette histoire aurait pu continuer, mais un intrus vient s'inviter dans ce débat. Cet intrus, c'est le carbone. Et c'est le carbone, compte tenu de l'impact de la voiture sur les émissions et de notre obligation à décarboner nos économies et donc aussi nos mobilités, vient remettre en cause ce bel équilibre. Et donc, ça pose des questions assez complexes, voire assez immenses en termes de fonds à mobiliser, en termes d'emploi par rapport à l'industrie automobile et en termes de solutions, notamment par rapport aux véhicules électriques et au report modal de la voiture vers d'autres modes de transport. Pour aborder ces questions ce matin, nous avons réuni trois experts du domaine qui se présenteront chacun au démarrage de leurs interventions. Donc, Carole Labbé, qui est conseillère de l'Union européenne, de la Commission européenne à Paris, qui nous présentera la stratégie de l'Union européenne sur ces questions. Jean-Luc Brossard, qui est vice-président innovation et recherche à Stellantis, qui nous précisera également la stratégie à la fois de Stellantis et puis quelle est sa vision de ces évolutions majeures que doit accomplir l'automobile. Et enfin, Édouard Reynaud, qui est directeur général de Transdev France, qui nous parlera des questions du report modal, mais également de l'impact de cette mission de décarbonation sur les activités du transport public en France et peut-être aussi dans le monde. Alors, on a structuré les débats autour de trois questions, donc que chacun des experts va répondre. Vous pouvez réagir dans le chat et donc poser des questions dans le chat, donc sur l'outil GoToWebinar. Et avec Pia de Bondy, directrice de l'URF, nous ferons une sélection de ces questions que nous reposerons ensuite aux différents intervenants. Donc surtout, n'oubliez pas d'utiliser le chat si vous avez des questions ou en tout cas des éclaircissements à demander. Alors, la première question, si mon écran veut bien… Voilà. La première question, c'est quel est l'effort à fournir finalement? Et donc, Madame Labbé, je vais vous passer la parole. On parle d'un plan qui s'appelle Fit for 55. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le contenu derrière cette appellation dont on entend souvent parler maintenant? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je pense que oui, j'ai branché mon micro. Voilà. Donc bonjour à tous, effectivement, donc moi je suis basée à Paris à la représentation de la Commission européenne et je suis conseillère économique depuis maintenant 2 ans et je m'occupe essentiellement du plan de relance, donc vous avez certainement entendu parler Next Generation EU. Alors Fit for 55, effectivement, c'est un paquet assez colossal que la Commission a mis sur la table en juillet 2021. Rappel rapide, historique, ça fait suite en fait au pacte vert qui a été proposé par la présidente de la Commission européenne dès sa prise de fonction en décembre 2019. Donc on a proposé au départ beaucoup de stratégies et pour les mettre en œuvre, on a mis ce paquet législatif pour aboutir justement à notre ambition climatique puisque l'Union européenne est le premier continent à s'être engagé vers la neutralité carbone en 2050. Mais évidemment, cet objectif est assez lointain. Donc pour l'atteindre, on s'est fixé des objectifs intermédiaires
en essayant de mettre une trajectoire d'ici 2030 pour être sûr qu'on est bien sur la bonne voie pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc, on a décidé de faire cette trajectoire sur 2030 en réduisant nos émissions globales de gaz à effet de serre de 55% en 2030. Et le paquet Fit for 55, en français, c'est l'ajustement à l'objectif des 55%. Donc, c'est réussir à diminuer nos émissions globales de 55% d'ici cette date. Et donc, ça concerne évidemment l'ensemble des secteurs économiques. Ça passe avant tout par l'énergie, mais aussi par l'agriculture, par l'industrie et par les transports, donc ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, ce paquet, si on peut revenir au slide précédent, vous avez certainement vu, est-ce qu'on peut revenir au slide précédent? Enfin, c'est un paquet de 12 propositions qu'on voit un peu sur la droite du slide. C'est assez complexe et tout est imbriqué. C'est vraiment une approche, je dirais, globale et holistique où toutes les propositions se tiennent, puisque pour atteindre cet objectif de 55%, par exemple, si on n'arrive pas à réduire suffisamment dans les bâtiments, il faudra faire plus d'efforts dans les transports ou vice-versa. Donc, le paquet qu'on a mis sur la table, après, est négocié au niveau des États membres et du Parlement européen. La plupart des propositions sont très bien avancées. Pour certaines, elles sont même adoptées. Donc, on pourra y revenir. Et sur les transports, évidemment, l'importance, vous le rappeliez, c'est que ça représente un niveau d'émissions globales au niveau de l'Union européenne de 25%. Et c'est surtout un secteur où on ne voit pas les émissions baisser. Donc, on peut passer au slide d'après. Où là, c'était en fait pour vous montrer l'effort à consentir dans l'ensemble des secteurs. Et comme on le voit, on est aujourd'hui en 2022-2023 et la part des transports, en fait, n'a pas réellement diminué dans les années récentes. Donc, c'est vraiment là que l'effort principal en matière de décarbonisation de notre économie doit être mené. Alors, avant de rentrer dans les détails des propositions vraiment de transport, comment le Fit for 55, donc ce paquet législatif, agit. Donc en fait, on a utilisé 3 leviers principaux d'intervention. Tout d'abord, nos politiques publiques, elles sont, donc désolé, le slide est en anglais, mais on intervient à travers la tarification, donc à travers des mécanismes de marché qui agissent en fait sur les prix du carbone essentiellement. Donc, on a tout d'abord renforcé le système existant, l'ETS, donc le système d'échange de quotas pour rendre le carbone plus cher. On revoit aussi la directive, c'est très compliqué, mais sur la taxation de l'énergie, parce que en matière de fiscalité, l'Union européenne décide à l'unanimité des États membres, donc c'est toujours assez complexe de mettre tout le monde d'accord. Donc c'est une fiscalité où les carburants les plus carbonés seront plus taxés, donc c'est une mise en adéquation de cette directive avec l'enjeu climatique. Et puis, on a aussi rajouté dans le système de quotas carbone le secteur maritime et surtout, on a créé, on y reviendra, un nouveau système d'échange de quotas pour 2 secteurs nouveaux qui sont évidemment politiquement sensibles puisque ça concerne directement les citoyens. Donc, un ETS sur le bâtiment et sur le transport routier. Au-delà de la tarification, évidemment, on a 2 autres leviers qui concernent le cadre réglementaire avec des normes. Donc, c'est sur la partie droite du slide et notamment, j'y reviendrai, sur des normes sur la performance des véhicules légers ou sur l'intégration aussi des biocarburants dans le transport maritime ou aérien. Donc, ça, c'est le volet normes. Et la partie target, donc des objectifs contraignants, ça veut dire que les États membres vont s'engager sur un certain nombre d'objectifs qui devront atteindre tous les ans, enfin tous les ans avec des trajectoires bien spécifiques et des objectifs 2020, 2025, 2030 pour atteindre cette fameuse neutralité. Alors ça concerne essentiellement les énergies renouvelables, donc ça ne nous occupe pas aujourd'hui, et l'efficacité énergétique, et en particulier l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Un des points que je voulais soulever, c'est qu'on sait que cette transformation, évidemment, comme vous le disiez en introduction, va nécessiter des investissements colossaux, mais surtout, elle va avoir un impact social important.
puisque le coût du carbone qui augmente aura un effet sur la vie quotidienne des gens. Et on est dans un contexte, évidemment, où les prix de l'énergie, on le voit, c'est compliqué à gérer pour les États membres. Donc, on a mis notamment en parallèle de ces objectifs de décarbonisation, un fonds social pour le climat qui n'est pas encore complètement bouclé en termes de financement, j'y reviendrai, mais c'est pour accompagner en fait cette transition pour les ménages à la fois les plus modestes, mais aussi pour les entreprises qui ne peuvent pas faire face totalement à cette augmentation du coût du carbone, et aussi un fonds pour la transition juste, mais qui était déjà prévu avant le Fit for 55. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail des propositions de la Commission européenne sur le volet transport. Donc, vous connaissez certainement cette révision des normes d'émissions CO2 pour les véhicules légers, donc les voitures et les camionnettes. C'est en plein dans l'actualité, puisque le Parlement hier, le Parlement européen, a formellement adopté ce règlement, donc sur la base d'un accord qui avait déjà eu lieu avec les États membres, donc les trilogues avec le Conseil. Donc concrètement, ça veut dire que d'ici 2035, c'est l'objectif, les véhicules neufs ne pourront plus être des véhicules à moteur thermique. Et donc, on a aussi fixé ces cibles intermédiaires en 2030 avec une réduction des émissions de 55% pour les voitures d'ici 2030 et de 50% pour les camionnettes neuves. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les voitures, vous disiez aussi en introduction, ça représente, enfin les voitures et les camionnettes, c'est à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que l'effort à consentir, effectivement, on a fait des trajectoires, mais sur la partie 2025-2029, c'est déjà de réussir à réduire les émissions de 15% pour les voitures neuves, et pour les camionnettes, c'est aussi 15% pour atteindre sur la période après 2030, donc 55%, et réussir à décarboner totalement le parc d'ici 2035. Alors, il y a quelques dérogations à cette règle. Pendant les négociations, il y a eu un amendement qu'on a appelé l'abonnement Ferrari. En fait, c'est un peu pour les marques de luxe, c'est-à-dire que les constructeurs de niche qui produisent moins de 10 000 véhicules par an pourront vendre des véhicules thermiques jusqu'à la fin de 2035. Donc, ils ont un an de plus que les autres constructeurs. Et également, pendant les négociations, sous la pression de l'Allemagne notamment, on a ouvert la possibilité de donner un feu vert à d'autres technologies alternatives comme des carburants synthétiques ou des motorisations hybrides rechargeables, si pour autant qu'elles permettent de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc en 2026, la Commission évaluera les progrès réalisés au niveau des technologies et on pourra réexaminer les objectifs dont on vient de parler. Là aussi, on est encore dans l'actualité, puisque c'est hier que la Commission a présenté son règlement sur les émissions des véhicules utilitaires lourds. Quelques chiffres pour mémoire. Donc, les véhicules utilitaires lourds représentent 6% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et 25% des émissions dans le secteur routier. Donc, il est aussi important d'agir sur ces véhicules. Et en 2019, les émissions du secteur du fret étaient supérieures de 44% à celles du secteur de l'aviation. Voilà, c'était quand même très, très important. Et là aussi, on constate que ces émissions ont augmenté depuis 2014. Alors évidemment, pas pendant la période du Covid, mais enfin, donc c'est vraiment un secteur sur lequel on a du mal aujourd'hui à décarboner. Et c'est aussi un secteur qui dépend énormément de l'importation du diesel, puisque 99% des carburants, donc c'est du diesel, et il est importé. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qui est sur la table? Alors, à ce jour, on a proposé que les bus en milieu urbain soient à zéro émission à partir de 2030. Et pour les camions neufs, c'est moins 90% des émissions d'ici 2040. Donc là aussi, on a tracé des trajectoires intermédiaires.
Et on verra un peu comment le règlement qui est sur la table évoluera au niveau du co-législateur, puisque les États membres et le Parlement doivent encore se mettre d'accord. Et ça peut prendre du temps sur ce type de règlement. Alors, un règlement aussi qui fait partie du paquet, comme je vous le disais, c'est un paquet où on a trouvé une approche holistique, donc tout est lié. Évidemment, on ne peut pas décarboner le parc automobile et développer les véhicules électriques sans avoir une infrastructure suffisante pour accueillir ces véhicules sur les routes. Et effectivement, on prévoit que en 2050, en fait, la moitié du parc automobile sera constituée de véhicules à zéro émission. Donc, notre proposition, c'est de multiplier les points de recharge. Donc on le voit là sur le slide, hein, donc on proposait initialement, puisque ce règlement n'est pas encore adopté par le co-législateur et il y a encore des trilogues en cours, le dernier avait eu lieu le 7 février, donc ces chiffres vont certainement évoluer, mais donc en gros on propose que tous les 60 km sur les routes il y ait des points de recharge pour les véhicules et puis tous les 200 km sur les grands corridors des points de ravitaillement en hydrogène. Donc, je passe sur les détails et on peut passer au slide suivant. Donc, une proposition complémentaire à tout ce volet réglementaire, comme je le disais en introduction, c'est l'introduction du transport routier dans le système d'échange de quotas carbone. Alors, pourquoi on a fait ça en plus des normes? C'est parce qu'on s'est rendu compte aussi que le signal prix avait un impact très positif en fait sur la décarbonation. Pour mémoire, donc le système ETS, donc le système d'échange de quotas au niveau européen de carbone, qui a été mis en place en 2005 pour à peu près, donc il ne couvrait pas l'ensemble des secteurs hein, évidemment, mais 40% à peu près des émissions étaient couvertes par le système initial de l'ETS. Ça a permis de réduire nos émissions de carbone au niveau de l'Union européenne de 41% depuis 2005, alors que les secteurs non couverts à ce jour par le système d'échange de quotas carbone ont vu leurs émissions diminuer de 28% seulement. Donc on pense que c'est un bon système. Je rappellerai peut-être pas exactement le fonctionnement du système d'échange de quotas, mais c'est un système qu'on appelle cap and trade. Donc, on met un cap on plafonne le nombre de quotas des émissions et on échange ces quotas sur un marché. Donc là, l'idée, c'est d'introduire, c'est un sujet évidemment très sensible, hein, tout le monde a en tête les gilets jaunes, donc c'est une sorte de taxe carbone en fait sur le transport routier qui s'appliquera aux distributeurs qui fournissent des carburants avec une mise aux enchères à partir de 2027, mais une dérogation possible en 2028 si on voit que les prix de l'énergie sont trop élevés, donc pour pas surenchérir en fait le coût du carburant. Et il y a aussi une dérogation possible, à savoir que si un État membre a déjà une taxe carbone avec un prix équivalent, donc pour le moment le prix qu'on s'est fixé c'est 45 € la tonne de carbone, donc si un État membre a déjà une taxe carbone de ce niveau-là sur les carburants routiers ou supérieur, il ne sera pas obligé, il pourra exempter ses distributeurs de rentrer dans ce système d'échange de quotas carbone. Donc, il y a aussi quelques flexibilités, je dirais, pour démarrer dans ce nouveau ETS en douceur, avec une mise aux enchères de 30% de quotas additionnels pour la première année de démarrage du système. On a aussi fixé des trajectoires spécifiques, hein, donc une diminution linéaire des quotas pour faire en sorte que le prix augmente et que donc, in fine, ce soit une incitation à décarboner ce secteur. Et comme l'impact social est très important sur ce domaine, donc je le disais en introduction, on a créé un fonds social pour le climat qui sera alimenté d'ailleurs par les recettes du système d'échange de quotas carbone. Donc, en gros, ça représentera du côté des recettes ETS à peu près 65 milliards d'euros sur la période 2026-2032. Donc, c'est des projections et tout ça va aussi dépendre du coût du carbone sur le marché, qui sera aussi alimenté à hauteur de 25% par les États membres. Donc, ça ferait une enveloppe de 86-87 milliards d'euros sur la période et il sera mis en place avant
la mise en place du système d'échange de quotas sur le transport afin de préparer les parties les plus vulnérables de la société, donc citoyens, entreprises, à la mise en place de systèmes de quotas carbone. Et ça permettra donc plusieurs types d'investissements, donc notamment pour la partie bâtiment, aider les ménages et aussi les collectivités à investir dans la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi à investir dans la mobilité propre, zéro émission, et y compris dans les secteurs, dans les transports publics, pour essayer de faire ce report modal dont on a besoin. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai été déjà un petit peu longue et donc je passe la parole à d'autres intervenants. Merci. Merci beaucoup de cette vision tout à fait complète et précise. Effectivement, on a un petit peu dérapé, mais on se rattrapera dans la suite. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Luc Brossard qui va nous décrire les impacts de cette marche vers la décarbonation pour l'industrie automobile. Voilà, donc ça permet de faire un résumé de tout ce qu'a dit Carole, mais globalement, donc les enjeux environnementaux tels qu'ils sont exprimés et qui se traduisent en fait pour les véhicules particuliers et véhicules légers, véhicules utilitaires légers, donc de moins de 3,5 tonnes par un ban des moteurs à combustion interne en 2035, a un impact certain. Donc en fait, simplement, nous, le raisonnement, on le suit autour du café, hein, donc de la moyenne en fait des flottes vendues en termes d'émissions. Quand on parle de moins 55% en 2030, en fait, c'est pas les moins 55% du Fit for 55. C'est moins 55% d'émissions CO2 en 2030 par rapport à celles qu'on aura mesurées en 2021. De la même chose pour les VUL, c'est moins 50%. Donc, il s'avère que les deux chiffres sont équivalents, mais de toute façon, l'objectif, c'est d'arriver à terme, donc en 2035, à moins 100%. Pour le règlement des poids lourds, donc on l'a détaillé, ça a été évoqué simplement hier. Globalement, le point de passage 2030 est probablement autour de moins 45% des émissions en 2030 en CO2 par rapport à celle de 2019 cette fois-ci. Et donc, c'est des efforts qui sont relativement importants. Donc, c'est vrai que la transition énergétique et écologique pour la mobilité routière est une transition qui est avec une pente qu'on voit bien sur le graphe de droite qui est relativement importante, même si on a diminué de façon importante, et chacun d'entre vous a pu le voir à travers ses usages, les consommations des véhicules entre les années 2000 et 2020 ont diminué significativement. Par contre, malheureusement, l'accès à la mobilité fait que le parc a plutôt augmenté. Mais on voit qu'il y a un effort relativement important. Donc, il y a un certain nombre de règlements et des directives, et aujourd'hui, c'est ces règlements et ces directives qui vont conditionner en fait l'industrialisation qu'on va faire. Donc, au niveau, j'ai oublié de me présenter. Hein, donc oui, je suis Jean-Luc Brossard. Donc, je suis responsable en fait au niveau de la filière automobile française de tout ce qui est véhicule à faible empreinte environnementale et analyse cycle de vie. Je suis détaché de Stellantis, comme on l'a dit au départ, et donc je parle au titre de la filière automobile sur un certain nombre de sujets. Je suis aussi le représentant de Stellantis donc dans plusieurs organisations régionales, nationales ou européennes. Préalablement, dans ma carrière, j'ai été directeur technique de 3 constructeurs et jusqu'en septembre de l'année dernière, j'ai été directeur environnemental à l'ACEA, à l'Association des constructeurs automobiles européens. Donc là, je parle en tant que responsable de la filière automobile. Et donc, nous, on réalise en fait des analyses prospectives en fonction des usages, des évolutions, des coûts à l'usage qu'on peut voir en fonction d'un TCO, ce qu'on appelle fixe, et d'un TCO variable, et en fonction des réglementations. Et on voit quels sont les points de passage pour y arriver. Et donc, l'impact primaire pour l'industrie automobile, c'est quand même forcément une forte électrification de nos ventes. Donc, électrification qui se traduit en 2 termes, hein, c'est électrification avec des véhicules à batterie, avec plus de 50% qui sont prévisionnés dans un scénario. Donc, on fait plusieurs scénarios, mais un des scénarios les plus probables de véhicules électriques à batterie, une vingtaine de pourcents de véhicules électriques rechargeables, hein, donc ce qu'on appelle des plug-in hybrides, et puis bien sûr l'apparition de l'hydrogène avec des fuel cells qui permettent en fait les usages intensifs, parce que il est très important en fait de raisonner en termes d'usage des attentes par rapport aux clients, et que un véhicule électrique ne permet pas de couvrir tous les usages de la mobilité,
tels qu'ils sont aujourd'hui définis. Vous savez très bien que la force de déplacement d'un véhicule est proportionnelle au cube de la vitesse. Comme c'est proportionnel au cube de la vitesse, vous allez avoir besoin d'une énergie énorme si vous allez à une vitesse relativement importante. Donc, c'est vrai que quand on est sur un véhicule utilitaire léger avec une certaine masse, une certaine surface frontale, et en plus à 130 km/h, les consommations sont plus près de 50 à 60 grammes de CO2. Donc, on a besoin quand même pour faire 60 kWh pour faire 100 km avec ce type de véhicule. Donc, on est dans une contrainte relativement forte, donc qui est tirée par une électrification forte. Et l'électrification, ce n'est pas tiré que par le CO2. Hein. Il faut savoir que quand on parle de véhicules zéro émission, c'est vrai qu'on pense au CO2 parce qu'il y a réchauffement climatique, mais il ne faut pas penser à la santé publique et donc toutes les problématiques liées aux autres polluants qui peuvent intervenir à l'intérieur de nos villes, en particulier pour améliorer la qualité de l'air et de la nuisance sonore. Donc, les seuls véhicules qui sont zéro émission et qui permettent de répondre en fait à ces différentes contraintes sont les véhicules électriques à batterie ou à hydrogène. Or, l'impact sur l'industrie, donc aujourd'hui, l'industrie automobile en France, hein, globalement, il y a deux gros pôles d'activité. Un pôle amont, où en fait, c'est plutôt les constructeurs, les équipementiers et l'ensemble des entreprises en fait, qui ont un chiffre d'affaires significatif dans le monde de l'automobile pour produire des pièces, un certain nombre de sujets de ce type-là. Donc, il y a 4000 entreprises, hein, 400 000 emplois, plus de 6 à 7 milliards d'euros de dépenses R&D par an. Et puis, c'est la première industrie en dépôt de brevets. Hein. Donc, vous retrouvez 4 au moins grandes entreprises dans les 5 premières en France, dans les dépôts de brevets. La filière aval, donc avec la distribution, les services et tous les sujets qui peuvent intervenir, emploie, elle, plus de 500 000 personnes, avec un nombre d'entreprises qui est beaucoup plus nombreux parce que c'est des petites entreprises. Un garage, une carrossier, c'est 5, 6, 7 personnes et donc il y a 160 000 entreprises. Donc c'est vrai que le passage à l'électrique, comme on l'a dit, c'est que cette réglementation nous impose de passer donc avec des véhicules électriques à batterie ou à hydrogène et de façon massive, on s'aperçoit qu'il y a moins de pièces pour une chaîne de traction électrique qui est nécessaire en fait par rapport à une chaîne de traction classique. Donc il y a un impact fort en fait sur l'indice emploi par technologie et donc il est clair qu'il y aura globalement moins une tendance naturelle en fait à avoir besoin de moins d'employés pour réaliser et industrialiser ces volumes qui sont prévisibles. La deuxième tendance en fait qu'on a, c'est qu'aujourd'hui les véhicules électriques sont des véhicules qui soient à batterie ou à hydrogène, des véhicules qui sont plus chers facialement que les véhicules thermiques équivalents. Hein. Donc on a une étude avec Alix Perner qui a pu démontrer en fait qu'on avait un écart globalement sur un segment C de près de 5 000 € en fait en prix de fabrication et donc ce qui équivaut quand même à un surcoût que tout le monde peut voir aujourd'hui d'un véhicule qui a plutôt 10 000 € à prestations équivalentes. Donc qui est essentiellement lié au coût de la batterie hein, qui est relativement élevé parce que si vous embarquez 50 kWh de batterie sur votre véhicule avec un prix de batterie qui même en asymptote sera autour de 100 $ à l'horizon 2030 par kilowattheure. Donc, si vous avez 50 kWh embarqués, vous avez tout de suite 5 000 € que vous embarquez sur votre véhicule. Donc, il y a un problème de prix et donc on voit que les volumes de vente diminuent ainsi que les volumes de production. Si vous regardez les productions qu'on avait en 2019 en France, on était autour de 2,2 millions de véhicules légers produits en France. Aujourd'hui, on est plutôt juste en dessous d'1,4 million. Et l'objectif fixé par Emmanuel Macron, le président de la République, est d'aller jusqu'à 2 millions de véhicules électrifiés à l'horizon 2030. Donc, on a un risque. Toutes nos études font qu'il y a une décroissance des volumes et une décroissance de la valeur ajoutée nécessaire pour réaliser cette mobilité, qui se traduit par une perte entre 40 et 70 000 emplois en fonction des études qu'on a pu mener, sachant qu'il y a des opportunités avec des nouveaux emplois parce que le développement des batteries va demander des compétences en électrochimie, le développement de l'hydrogène va en demander aussi dans d'autres domaines. Et donc, là, l'économie circulaire qu'on va être nécessaire de déployer, tous ces sujets-là font qu'il va y avoir une possibilité et une opportunité potentielle d'un peu plus de 30 000 emplois.
Donc, globalement, l'industrie automobile et mobilité, en fait, est une industrie qui va au mieux stagner et probablement décroître en termes d'activité industrielle, et on va regarder comment on peut justement maintenir en fait cette industrialisation en France tant que possible. Merci beaucoup, c'est extrêmement précis comme éclairage. Donc maintenant, je vais passer la parole à Édouard Hainaut qui va nous dire un peu quels sont les impacts sur la filière du transport en commun en la matière. Oui, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Très bien. Et merci pour cette invitation. Donc moi, j'ai le plaisir d'être le directeur général France de Transdev. Et je voulais vous faire un petit focus sur comment on voit et on décline cette stratégie nationale bas carbone. Mais d'abord, vous replacer dans notre métier. Donc, on est un intégrateur de solutions de mobilité. Et on a dans bon nombre de cas pas la main sur tous les investissements, puisque ce sont les autorités organisatrices de mobilité qui décident de l'investissement. Mais notre métier, c'est aussi de les accompagner et de les conseiller sur la transition énergétique et le renouvellement des flottes. Donc, on s'illustre dans un certain nombre de déploiements de masse au niveau mondial en termes d'électromobilité, mais aussi en France. Je pense ce qu'on est en train de préparer sur la grande métropole de Rouen, qui a décidé d'aller fort sur à la fois l'électrique et l'hydrogène, mais également ce qu'on a pu faire en Colombie à Bogota, en déployant plus de 400 véhicules électriques et en construisant un dépôt de 40 000 m² d'ailleurs, pour faire le rabattement sur un grand BRT mondial qui s'appelle le Transmilenio, qui permet de transporter 2,2 millions de personnes par jour en surface. Et puis également, on peut citer ce qu'on a mis en œuvre à Amsterdam, mais aussi à Göteborg en termes d'électromobilité. Quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, on voit pour les bus et les cars quelle est la tendance et quels sont les objectifs à atteindre, avec évidemment la réduction du diesel à 0% d'ici 2050. Les bus neufs qui doivent réduire leur part les bus neufs, en tout cas réduire la part du diesel sur les bus neufs de 4% d'ici 2030 et 60% en électrique également. Et puis sur les cars neufs, pareil, la même tendance sur le verdissement vers des technologies zéro émission. C'est moins marqué, la réglementation autorise encore les diesels Euro 6 et en fait, il faut réduire la part du diesel pour atteindre 45% d'ici 2030 et 20% en électrique. Donc, on voit la démarche qu'on est en train de mener. Pour vous donner une idée, globalement, Transdev en France a déjà fait baisser de 8% la part de ses cars au diesel vers des mobilités zéro émission ou faible émission, et 12% sur les bus urbains qui, je le rappelle, sont également à la main de l'investissement des collectivités pour lesquelles on les conseille. Si on veut avoir une idée un peu de ce que ça représente en surcoût, clairement, on parlait de 5 000 € pour les voitures, on parle de 150 000 € par bus, d'écart de prix pour passer d'un bus thermique à un bus électrique. Et donc, fois globalement 100 000 véhicules au niveau national, c'est un investissement de l'ordre en tout cas, c'est un surcoût d'investissement de l'ordre de 15 milliards, ce qui est loin d'être neutre. Et si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie complet du véhicule, les capex, la maintenance, la consommation, par exemple, pour le parc de Transdev, c'est 700 millions d'euros de surcoût pour Transdev et ses clients, autorités organisatrices de mobilité. Et ça, j'allais dire, c'est sans tenir compte de la volatilité du prix de l'énergie, et notamment électrique, et des coûts d'électricité, et puis aussi de la volatilité de l'inflation qu'on peut constater aujourd'hui encore sur les matières premières. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi, je viens de vous parler des surcoûts, de ce que ça peut générer. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait, est-ce que ça a un impact d'investir autant, ou est-ce qu'il y a d'autres voies qui permettent d'aller plus vite dans
dans finalement l'objectif qui est bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc, on vient de parler de la stratégie bas carbone. On sait que c'est logique, ces 15 milliards sont ambitieux, le timing est ambitieux, il est même peut-être dans certains cas un peu hypothétique, même si on voit que de nombreux autres pays vont vite dans ce domaine. Néanmoins, il faut relativiser. On parle de 100 000 bus écart comparé à notre collègue précédent de Stellantis, eh bien, nous courons des chiffres de 40 millions de voitures individuelles en France. Et donc, si on réduit très clairement l'objectif sur les bus et les cars, et que si ça ne suit pas par ailleurs, on n'atteindra jamais les objectifs. Et en fait, ça, c'est pour vous faire passer le message très simple que pour le transport public, en tout cas, le premier levier, et le premier levier qui permettra d'offrir des solutions alternatives aux voitures, c'est de créer des nouvelles offres de transport et d'assurer le report modal des utilisateurs de la voiture partiellement ou totalement en fonction de la qualité de l'offre qui sera mise en place en termes de transport public, mais de leur proposer une offre alternative qui leur permet de prendre le transport public. Et là, on va démultiplier, on va avoir un effet grâce au transport public et grâce aux bus et aux cars notamment, un effet démultiplicateur. Mettre 60 personnes qui roulaient seules dans une voiture, dans un car, ça a un véritable effet sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout l'enjeu pour ce qui concerne l'effet de levier, et j'y reviendrai après, tout l'enjeu, c'est de travailler évidemment le verdissement de la flotte, mais en parallèle et de manière beaucoup plus forte avec des investissements qui seront bien plus productifs en termes de réduction des gaz à effet de serre, qui est de travailler le report modal grâce au transport collectif et public. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. On a pris un peu de retard, donc je vais vous demander d'accélérer quelque peu. Donc la question du rythme, elle est importante puisque tout le monde se dit que bon, aller aussi vite, c'est-à-dire que faire en 8 ans, si je prends 2030, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les 30 dernières années, est-ce que c'est faisable? Donc il y a la question des financements du côté de l'Union européenne, la question de la maturité du côté de Stellantis sur le véhicule électrique, est-ce que l'écosystème est prêt? Et pour le transport public, Édouard Reynaud, la question de où est-ce que ça se passe, comment ça se passe dans les territoires, quelles sont les mobilités qu'il faudrait adresser pour rebondir sur votre question du report modal. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Carole Labbé. Oui. Alors là, c'est une vision assez macro et au niveau vraiment européen des financements disponibles, je dirais, pour l'ensemble du pacte vert. Donc, ça ne concerne pas uniquement les transports, mais je pourrais en parler un petit peu plus en détail. Ce que je voulais dire, c'est que bon, la réorientation en fait sur les enjeux de décarbonation est très forte dans le nouveau budget européen. Donc, comme vous le savez, ça marche sur des périodes de 7 ans. On appelle ça le MFF, le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Donc, sur 2021-2027, la nouvelle programmation qui a été décidée donc il y a peu de temps, on a à peu près 1000 milliards d'euros, enfin 1200 milliards d'euros, ça dépend comment on compte en euros courants constants. Et on a rajouté avec la crise Covid un montant significatif puisqu'on a presque doublé le budget de l'Union européenne avec le fameux plan de relance, donc Next Generation EU, qui est doté de 800 milliards d'euros à peu près. Donc, pour répondre aux objectifs du pacte vert et de la transition climatique, on a focalisé ces fonds avec des cibles minimales de pourcentage dirigés vers les dépenses et les investissements favorables au climat. Donc sur Next Generation EU, c'est assez significatif puisqu'on a demandé aux États membres dans leur plan de relance financé par l'argent européen d'orienter ces fonds à minimum 37% sur les dépenses climatiques. Donc c'est pas uniquement le transport, mais il y a énormément d'argent, j'y reviendrai, qui va dans le domaine des transports.
Et un autre principe qu'on a introduit, qui est aussi lié à la taxonomie des dépenses, enfin des investissements verts, donc le principe du do no significant harm, c'est-à-dire que l'ensemble des investissements, au-delà de ces 37% ciblés, ne doivent pas nuire à l'environnement. Donc on a vraiment un budget qui est focalisé sur la transition énergétique et climatique. Et au global, si on ajoute le cadre financier pluriannuel et le plan de relance, c'est un minimum de 30% d'investissements qui sont directement dirigés vers le climat. Et sur l'ensemble de nos programmes que vous connaissez certainement, hein, Horizon Europe ou LIFE, etc., on a encore augmenté aussi les cibles pour le climat. Alors sur le plan de relance, donc il est financé par la facilité pour la reprise et la résilience. C'est à peu près l'essentiel hein, de Next Generation EU. Donc c'est ce qui permet de cofinancer, on va dire en France par exemple, France Relance, hein, qui est le plan de relance qui a été lancé en septembre 2020 par la France pour répondre à la crise Covid, et l'Union européenne refinance 40 milliards sur ces 100 milliards. Et ce qu'on constate sur l'ensemble des plans de relance et de résilience des États membres, au global, c'est que ce sont les transports qui génèrent le plus d'investissements verts, puisqu'au total, on a 70 milliards sur ces fameux plans de relance qui sont consacrés à peu près, donc ça fait 16% des plans, hein, des investissements dans les plans, au secteur des transports. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans le détail des chiffres au niveau européen, mais on a beaucoup d'investissements dans le domaine des transports urbains propres, dans les véhicules zéro émission, et aussi dans les infrastructures, donc comme je le disais, les infrastructures de recharge et aussi les infrastructures ferroviaires, y compris les petites lignes. Alors en France, qu'est-ce qui a été décidé par le gouvernement français? C'est de concentrer ces investissements sur les transports à hauteur de 7 milliards. Ah oui, juste une précision, donc le minimum requis, c'était 37% d'investissement vert. La France a été au-delà, puisque dans son plan de relance, ils ont présenté 46% des 40 milliards dédiés aux investissements verts. Donc en France, c'est 7 milliards qu'on finance dans le domaine des transports. Donc c'est axé à la fois sur les transports publics, notamment et particulièrement en région Île-de-France où il y a des gros problèmes de saturation du réseau. C'est aussi des investissements dans l'amélioration du réseau ferré national pour remplacer les voies, les traverses, le ballast, y compris sur des lignes ferroviaires locales. Donc, il y a beaucoup d'objectifs là-dessus. Aussi sur le verdissement du parc automobile, parce que l'Union européenne refinance en grande partie le bonus écologique pour les particuliers, donc pour les véhicules légers. Et en termes de mobilité, oui, donc il y a l'Île-de-France, mais il y a aussi un projet peut-être qui est connu de Transdev, mais c'est la ligne de métro de Toulouse qui sera financée par le plan de relance européen. Donc, sur les financements, c'est vraiment un travail d'accompagnement, hein, puisque j'ai pas les chiffres précis sur les besoins de financement pour accompagner cette transition, mais évidemment, le seul argent public et l'argent européen ne suffit pas, mais c'est un effet d'entraînement et un effet de levier. Alors, je l'ai pas mis sur le slide, mais il y a d'autres sources de financement pour soutenir cette transition vers une mobilité durable. Donc, les fonds les plus connus, c'est les fonds qui sont issus de la politique régionale. Donc, les autorités de gestion qui sont les conseils régionaux et en partenariat avec les villes hein, ou les métropoles peuvent utiliser du FEDER pour investir dans ces mobilités propres. Et en France, j'ai récupéré les chiffres. Donc, sur la période toujours 21-27, c'est 600 millions d'euros de FEDER pour un total d'investissement d'à peu près 1 milliard qui seront soutenus pour le seul volet mobilité urbaine. Et puis, il y a beaucoup d'investissements aussi sur l'accompagnement pour l'achat de véhicules électriques, pour les infrastructures, etc. On parlait aussi des batteries, juste signaler qu'au niveau européen, depuis 2017, on a créé l'Alliance européenne pour les batteries, puisque l'essentiel aujourd'hui est produit hors Union européenne, comme vous le savez. Donc, il faut vraiment accompagner les fabricants de batteries au niveau européen. Et donc, il y a 2 projets d'intérêt commun européen qui soutiennent ces investissements.
Et puis bon, il y a d'autres investissements, d'autres programmes européens dont on peut aussi parler. Sur le volet de recherche, donc Horizon Europe, le grand programme cadre pour la recherche et l'innovation, on a créé en septembre 2021 une mission qu'on a appelée les villes neutres pour le climat. Donc c'est une plateforme qui vise à accompagner des villes dans leur transition vers la neutralité carbone d'ici 2030. Donc c'est un engagement qui va au-delà de l'engagement européen. Donc c'est des villes un peu pionnières dans lesquelles on va soutenir des projets pilotes. Et donc on a sélectionné au niveau européen une centaine de villes pour les accompagner dans cette démarche. Et en France, il y a 9 métropoles, si je ne me trompe pas, qui ont été sélectionnées par la Commission pour bénéficier de cet accompagnement d'Horizon Europe. Donc, il y a Angers, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes et Paris. Voilà pour le moment de ce petit panorama financement européen disponible. Et puis, dans un dernier temps, on pourra parler de REPowerEU, qui est un nouvel instrument sur lequel on est en train de négocier avec chaque État membre le contenu de ce programme. Mais je laisse la parole parce qu'on est un petit peu en retard. Merci beaucoup. On voit bien l'impact de l'Union européenne sur des programmes nationaux et même très locaux de transport avec les illustrations que vous avez données. Merci beaucoup, Carole Labbé. Alors, Jean-Luc, voilà. Est-ce que l'écosystème du véhicule électrique, est-ce qu'il est prêt? Vous avez marqué ici possiblement. Je vous laisse là. Ouais, j'ai volontairement mis l'écosystème du VE est possiblement prêt. Donc là, la réglementation, comme on l'a dit, elle nous entraîne vers une forte électrification du parc et on le voit bien. Donc avec l'ensemble des scénarios qu'on voit, donc on passe à une électrification très très importante. Néanmoins, quand on parle de mobilité décarbonée, le point important, c'est il faut avoir de l'énergie décarbonée, des produits qui permettent d'utiliser une énergie transformée à partir de cette énergie décarbonée et ensuite une infrastructure suffisamment déployée. Alors, si on regarde en fait l'écosystème, donc ça c'est tout l'écosystème, la priorité qu'on doit avoir, c'est déjà décarboner l'électricité. Parce qu'il est clair que quand vous voyez la différence qu'il y a en Europe entre une électricité en France et une électricité en Allemagne ou en Pologne, on voit bien qu'il y a un problème de contribution carbone en fait de l'électricité produite et donc il faut arrêter sans faire des centrales à charbon, un certain nombre de sujets et faire de l'électricité décarbonée. Hein, donc c'est ça qui est fondamental. Ensuite, à partir de là, et donc on aura la possibilité d'utiliser entre guillemets réellement les véhicules vendus électriques avec un usage donc qui va être diminué significativement en contribution carbone. Hein. Donc faut rappeler quand même que un véhicule qui roule avec l'énergie fossile aujourd'hui, un carburant fossile, en usage, il produit pratiquement 20 tonnes de CO2 entre guillemets. Donc s'il est à l'électrique, ces 20 tonnes elles vont devenir quasi zéro. Et après, on fera une analyse sur toute la cycle de vie, mais le roulage électrique, de toute façon, est plus vertueux que tout autre roulage qu'on peut avoir, même si on va du berceau à la tombe. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a besoin, donc pour ça, donc d'avoir des offres produits. Les offres produits sont là. L'industrie automobile est une industrie à cycle long, c'est-à-dire qu'entre la feuille blanche et la production d'une voiture et sa commercialisation, il y a une dizaine d'années. Hein. Donc en fait, on a déjà pris l'initiative en fait de transformer nos productions futures en productions majoritairement électriques. Et donc des voitures électriques, vous en avez des propositions. Vous avez des i208, des e-Tense, vous avez des 308, des 3008, des 4008, des 5008 qui vont sortir donc les 2 prochaines années. Vous avez des Renault R5, R4, donc il y a énormément de propositions. La Fiat 500 est la voiture la plus vendue, je crois, actuellement en Europe, est passée devant la Tesla Model 3. Donc vous avez énormément d'offres. Donc c'est pas un problème d'offres. Après, il faut simplement alimenter l'écosystème. Et pour avoir alimenté cet écosystème d'offres produits, il faut des batteries. Et donc, si on prend les perspectives de mix énergétique et de vente qu'on a mis en place dernièrement, donc on voit qu'on a besoin en 2030, donc en fonction des scénarios, entre 600 et 806 gigawattheures de batteries installées en Europe à proximité des usines terminales.
il y a, grâce à l'IPCEI qui a été mentionné tout à l'heure, hein, IPCEI, c'est Important Project for Common European Interest, vous avez eu des aides publiques qui ont permis en fait le déploiement de ces batteries avec une capacité installée annoncée aujourd'hui qui est bien au-delà des 800 gigawattheures. On est autour plutôt de 1500 gigawattheures si on prend l'ensemble de toutes les annonces de tous les fournisseurs de batteries qui se sont déclarés vouloir s'implanter en Europe. Si on regarde en France, on a déjà trois grands acteurs, donc ACC qui s'est installé donc dans le nord de la France à Douvrin et qui permet en fait de produire pour la France beaucoup de sujets. Il y a potentiellement plusieurs lignes qui sont possibles. L'une va démarrer dès cette année, mais progressivement, le potentiel est de l'ordre de 48 gigawattheures rien que sur l'usine de ACC en France, sachant qu'ACC aura une usine aussi en Allemagne et une usine en Italie. Hein. Donc, il y a potentiellement pour le groupe Stellantis, par exemple, 120 gigawattheures en fait qui sont capacités à installer dans les prochaines années en France et en Europe. Donc, si on regarde revenir en France, donc il y a un besoin de 100 gigawattheures. Aujourd'hui, il y a 3 acteurs qui se sont déjà déclarés, qui sont ACC, Envision, Vercor, principalement dans le nord de la France et qui permettent quand même de voir que potentiellement, il y a la capacité de fourniture de batterie qui est venue. Et donc, après, le troisième point dans l'écosystème, ça va être l'infrastructure de recharge. Et l'infrastructure de charge, par contre, on voit que si on a à peu près 7 millions de voitures qui vont rouler à l'horizon 2030 en électrique, ce qui est relativement faible quand même par rapport au parc complet. Il ne faut pas oublier que le parc, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est 40 millions de véhicules qui roulent en France. Donc, il y aura quand même encore 33 millions qui rouleront avec des énergies autres que électriques. Mais on aura besoin pour garantir le bon usage en fait des véhicules électriques de 630 000 bornes, entre 400 et 700 000 bornes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a réellement un problème de dynamique. Si on regarde aujourd'hui, Emmanuel Macron avait annoncé donc un objectif de 100 000 bornes publiques à fin 2021. À fin 2022, on n'en est qu'à 82 000. Et la dynamique que l'on voit, elle reste une dynamique relativement lente parce qu'on parle de 100 000 au mieux à fin 2023. Et donc, il faut 300 000 en 2025 et il va falloir avoir presque 700 000 en 2030. Donc, il y a une vraie nécessité de prendre le taureau par la corne pour déployer l'infrastructure de recharge et la faire financer, peut-être pas par des sociétés privées, parce que les sociétés privées n'amortissent pas leurs CAPEX et leurs OPEX. Donc, vous avez des tas d'opérateurs en France qui ont essayé de le faire. Le problème, c'est que et pourtant, c'est pas une somme énorme. Hein. Si l'AVER et d'autres ont évalué avec Enedis, RTE et donc l'association des véhicules électriques en France, on parle de moins de 10 milliards en fait. Donc c'est simplement un choix de dire bon, il faut mettre des bornes de recharge et donc aider à ce financement de telle façon à ce que ça se déploie. Si on avait des bornes de recharge partout, l'acceptabilité client serait quand même beaucoup plus favorable. Donc vous m'aviez posé la question comment vont évoluer les technologies. Ce qui est important de dire, c'est que de toute façon, le choix de la batterie lithium-ion avec électrolyte liquide sera probablement pendant 10 à 15 ans la technologie principale en fait des véhicules électriques de demain. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, on voit qu'il y a des besoins en gigawattheures énormes. Si vous prenez un groupe comme Stellantis, donc nous, on investit sur 460 gigawattheures. Vous savez qu'une tranche de 10 gigawattheures, ça coûte pratiquement 1 milliard. Ça veut dire qu'un constructeur automobile va devoir, comme Stellantis, va devoir investir avec des partenaires. Mais globalement, un investissement pour le système et pour l'écosystème de plus de 40 milliards. Donc, c'est quelque chose quand même qui est significatif et qui fait que l'ensemble des profits qu'on peut voir, en fait, vont être orientés uniquement, en fait, dans le déploiement de l'écosystème électrique. La fourniture de nouveaux véhicules électriques avec le déploiement de nouveaux véhicules électriques, l'engagement dans les batteries, hein, vous savez qu'on est actionnaire de ACC à hauteur de 30% avec Mercedes et Total, et donc il va falloir absolument déployer en fait ces investissements-là. Il y a d'autres technologies qui peuvent arriver. On parle bien sûr des générations 4 et 5 de batteries, donc tout ce qui est le post-lithium-ion liquide. Par contre, en termes de maturité, au mieux,
les sujets de batterie lithium-ion solide arriveront à la fin de cette décennie, avec, c'est vrai, une meilleure densité énergétique, meilleure sécurité et autres, mais qui reste encore à valider, en fait, et puis à déployer en termes de volume. Donc, massiquement, on parle de la décennie d'après et pas de cette décennie-là. Ensuite, on verra pour tout ce qui est métallaire ou autre sujet. Une des questions qui se posent, c'est la sécurisation des matières critiques, en fait, entre guillemets. C'est quelque chose sur lequel l'ensemble de l'industrie s'est posé. On investit dans toute la chaîne de valeur, donc ça peut être dans fournir des off-take pour des fournisseurs, des miniers et autres, aller regarder ce qui se passe et avoir des partenariats sur du recyclage, sur des problèmes de raffinage et ainsi de suite. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité, surtout suite à ce qu'on a appelé la mission Varin, avec un délégué interministériel maintenant qui a été nommé, qui est Benjamin Galzo. Et donc, on regarde de telle façon à sécuriser les approvisionnements pour notre industrie. Et puis ensuite, il y aura toute une stratégie qui va être maintenant ouverte, c'est-à-dire si on a de l'électricité décarbonée, on a la chance de l'avoir en France grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Si on a des produits, on a la chance d'avoir 2 constructeurs qui se sont lancés en amont dans l'électrification, donc Renault et Stellantis. Si on a de l'infrastructure, eh ben, il y aura possiblement la possibilité de réfléchir à une meilleure optimisation de l'énergie et des puissances utilisées. Regarder aussi comment on implante les recharges rapides et plus faciles d'usage. Donc, on sait qu'on a à peu près aujourd'hui 90% des recharges qui vont être faites en domicile travail. Néanmoins, il y a besoin pour l'itinérance, il y a besoin pour ceux qui n'ont pas accès à des places de parking, de prise aussi sur la voirie publique. Et donc, il est important de regarder comment on s'adapte. Est-ce qu'elle doit être rapide? Est-ce qu'elle doit être lente ou pas? Et ainsi de suite. Il y a une réflexion du downsizing en fonction du déploiement de l'infrastructure. S'il y a une infrastructure qui est suffisante, il n'y aura pas besoin peut-être d'embarquer les valeurs qu'on voit embarquer aujourd'hui sur des véhicules particuliers qui vont au-delà de 50 kWh embarqués, qui vont jusqu'à 100 kWh embarqués. On aura la possibilité pour être abordable et pour répondre en fait aux exigences du prix pour nos concitoyens, de downsizer peut-être les batteries, voire les véhicules, de telle façon à ce qu'ils puissent se recharger plus facilement en fait dans leurs usages du quotidien. Et donc, le tout pour arriver de toute façon à une mobilité qui est une mobilité nouvelle, une transition qui va quand même vers des véhicules abordables. Mais merci beaucoup pour ce panel complet qui est assez optimiste. Et donc, voilà. Je passe la parole à Edouard sur la question des localisations des émissions de la mobilité. Donc, on avait indiqué que la voiture, c'était 16% des émissions. Comment se localisent ces 16%? Ouais, merci Jean. Pour illustrer mon propos, donc on se rappelle, hein, les transports 30%, dont 16% liés à la voiture. Et si on fait un peu de géographie, un peu de sociologie, on voit comment on décompose l'ensemble. Donc, comment on décompose l'ensemble? De manière assez simple, en fait, entre les longues distances qui représentent 5%, mais également 5% qui sont liés au déplacement entre les agglomérations, le périurbain et les aires urbaines, en fait. Et on voit aussi que les villes-centres, ou en tout cas les centres-villes de ces grandes agglomérations, aujourd'hui, ne pèsent que 0,2%, soit 25 fois moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, de manière assez évidente, ça s'explique par le poids économique des grandes agglomérations et finalement leur attractivité autour de l'emploi. La multiplication des loyers par des chiffres assez phénoménaux, entre 2 et 3, voire plus dans certaines agglomérations, qui a vraiment complètement remanié l'habitude de se loger, la capacité à se loger dans les villes. Les familles aujourd'hui, les grandes familles quittent les centres-villes. Et puis, les politiques de lutte contre l'étalement, où on a confondu un peu étalement et éparpillement, puisque en fait le constat c'est qu'on arrive à une urbanisation très éparpillée avec des ménages qui sont obligés d'aller vivre encore plus loin de leur lieu d'emploi,
pour des raisons évidemment économiques et de pouvoir d'achat. Ce qu'on constate également, c'est que les distances, en fait, pour aller travailler, donc premier effet, évidemment, si on veut se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, si on veut lutter, il faut, mon premier message, c'est concentrons-nous sur le périurbain plutôt que sur les centres-villes. Les centres-villes ont déjà été équipés par le passé. On a investi lourdement, près de 30 milliards depuis 20 ans. Et maintenant, on voit que le besoin se recentre, en tout cas en termes d'efficacité, sur le périurbain. Après, si on regarde également les distances parcourues par les gens qui vont travailler, puisque l'objet principal, c'est les mobilités du quotidien qui pèsent 98% des mobilités sur le territoire. On voit aussi que la distance parcourue chaque jour augmente considérablement. En 20 ans, elle a pris 17 km supplémentaires. Donc, le Français moyen fait 34 km moyens par jour. Ça peut varier de 4 à 100 km. Donc, c'est des distances considérables. Et évidemment, aujourd'hui, l'utilisation principale, c'est la voiture pour y répondre, car on peut aussi se dire que tous les dispositifs de système TER aujourd'hui n'ont pas du tout suivi cette dynamique, ces accès à l'emploi des agglomérations. Et si on regarde dans l'absolu, le trajet domicile-travail, c'est 50% des kilomètres parcourus au quotidien. Les villes-centres, elles concentrent, et les grandes agglomérations, elles concentrent 8%. Tu vas un peu vite, Jean, sur les slides. Elles concentrent 8% de la population française. Et on voit aussi que c'est dans l'aire urbaine et c'est encore plus loin que se concentre l'essentiel de la population. C'est 50% de la population du pays qui, finalement, aujourd'hui, a très peu d'alternatives à l'usage de son véhicule individuel et qui vient donc saturer les centres-villes et congestionner les centres-villes. Si on regarde l'exemple autour de Lyon ici, on voit que la distance a considérablement augmenté, que les gens aujourd'hui sont à plus de 50 km, mais on voit aussi qu'il y a près de 220 000 navetteurs sur l'aire urbaine de Lyon et que, par exemple, le TER ferroviaire n'offre que 35 000 places. Et donc, il y a de la saturation en heure de pointe qui est assez évidente. On peut aussi parler un peu de pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, il y a un parc automobile de 40 millions de véhicules. Il y a des objectifs à quelques années pour en couvrir 7 millions en électrique. Mais fondamentalement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, 85% des ménages ont une voiture individuelle et qu'à 80%, cette voiture, elle est d'occasion. Et donc, c'est un moyen pour les Français, finalement, démocratique et peu coûteux. Le coût moyen revient à 200 € par mois pour les 3 premiers déciles de revenus. Et même si le transport collectif et le transport public est économique, puisqu'il peut être entre 3 et 7 fois moins cher que l'usage de sa voiture personnelle, en fait, on voit qu'il est peu disponible et qu'il y a un manque d'offres pour rejoindre les centres-villes et en périphérie notamment. On peut avoir une vision très parisienne ou très métropolitaine, mais seuls les cadres qui vivent en centre-ville ont accès à des transports publics de manière aisée et facile. Donc, on a un vrai sujet aujourd'hui d'équité à la fois sociale et territoriale et lié aussi au problème d'émissions. Donc, on peut se dire 3 choses, à mon avis. Il y a un déficit d'offres et on a un énorme chantier pour multiplier l'offre par 3 dans les 20 prochaines années en termes d'offres de transport collectif et public. Et puis, c'est aussi un véritable enjeu, on l'a vu, de décarbonation pour adresser le périurbain de manière prioritaire. Peut-être qu'on peut dire aussi en dernier point que 90% des kilomètres quotidiens parcourus sont le fait de trajets supérieurs à 5 km. Là, vous avez plus de 10 km, c'est 80%. Donc, le vélo seul n'est pas la solution puisque les trajets en vélo sont en moyenne autour de 5 km. Et donc, on va avoir besoin de continuer à développer l'intermodalité et pour réussir le transport modal, le report modal vers les transports en commun pour arriver à un zéro émission in fine. Donc, on a vraiment une combinaison du verdissement,
de la logique de report modal et d'intermodalité pour combiner tous les modes de transport afin que nos citoyens, finalement, qui ont été aussi, pour certains, et dans ces catégories de périurbaines très présents dans la logique de gilets jaunes, nos citoyens aient des solutions alternatives à l'utilisation de leur simple véhicule individuel. Et pour accéder aux agglomérations, il faut se dire que c'est vraiment la cible, ce sont les ménages à revenus moyens ou modestes qui sont aujourd'hui contraints de faire beaucoup de kilomètres en voiture. Merci beaucoup, c'est super clair. On va venir maintenant à la dernière question avant d'ouvrir la place aux questions-réponses. J'ai un certain nombre de questions en ligne que je vous reposerai. La place de la voiture, finalement, est-ce que cette décarbonation, comment est-ce qu'elle questionne la place de la voiture? Donc, est-ce que côté commission, est-ce qu'on a un fléchage ou pas des financements? Je pense notamment à l'industrie. Pour Jean-Luc Brossard, en fait, est-ce que tout le véhicule électrique, est-ce qu'il ne va pas obliger à modifier un peu l'usage de la voiture? Et puis, pour Édouard Hainaut, finalement, ça serait, quelles sont les solutions pour quel territoire, en fait? Donc, je passe la parole à Carole Labbé. Oui, en fait, je voulais surtout vous parler de la réorientation en cours du plan de relance européen, puisque avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie et l'impact que ça peut avoir effectivement sur les ménages modestes et sur les entreprises et sur l'inflation, etc. Donc, on avait mis en place une proposition dès le mois de mars qu'on a appelée Repower EU, qui visait à sortir des énergies fossiles le plus vite possible en provenance de Russie, mais plus largement sortir des énergies fossiles dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment un coup d'accélérateur sur la transition écologique. Et là, on vient de se mettre d'accord au niveau européen, donc entre États membres et Parlement, pour financer un nouveau chapitre au plan de relance. Donc, c'est à peu près 270 milliards supplémentaires qui seront injectés dans les plans de relance. Donc, chaque État membre devra présenter à nouveau un paquet de réformes et d'investissements, surtout pour essayer de sortir des énergies fossiles dans tous les domaines. Donc, ce triptyque, parce que Repower, ça marche sur 3 jambes, c'est à la fois accélérer la transition verte, mais aussi économiser de l'énergie et diversifier nos approvisionnements. Alors, diversifier nos approvisionnements, c'est un sujet qui nous préoccupe moins aujourd'hui, mais sur l'accélération de la transition verte, ça concerne également le domaine des transports. Et notamment, on vient aussi donc c'était au départ un chapitre qu'on pensait focaliser essentiellement sur l'énergie, donc l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène, qui a une importance évidemment pour le secteur des transports. Pour l'électrification, comme on le disait, on doit électrifier les usages, donc le besoin en électricité est colossal, et notamment en France, on le voit avec l'arrêt de certains réacteurs, ça devient un peu compliqué, et le manque d'investissement dans les renouvelables aussi, donc c'était un boost sur ces aspects-là. Et maintenant, on réoriente aussi un petit peu en fonction des urgences par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur l'industrie verte. Donc, la Commission a présenté un plan industriel vert il y a quelques jours, quelques semaines, qui concerne aussi le domaine des transports. Donc, sur ces 270 milliards d'euros, il y a 20 milliards d'euros de subventions qui viendront justement des échanges de quotas carbone et une mise à disposition supplémentaire de prêts que les États n'ont pas encore utilisés. Donc, c'est des prêts que l'Union européenne contracte et qu'elle redistribue aux États membres. Donc, pour des États membres comme la France, c'est pas forcément intéressant parce que la France emprunte sur les marchés à peu près au même taux que la Commission européenne. Mais pour des États membres comme l'Italie ou l'Espagne, c'est vraiment une source de financement importante. Donc, sans rentrer dans le détail des chiffres et du financement de ce gros chapitre Repower, ce que je voulais dire, c'est que les États membres, donc on est en train de négocier avec eux jusqu'à fin avril pour qu'ils nous déposent un nouveau chapitre de plan de relance, et que les investissements de transport et de tout ce qui est industrie verte seront éligibles. Donc pour les transports, ça concerne tout ce dont on vient de parler. Donc c'est un soutien aux véhicules à zéro émission, aux infrastructures, aux bornes de recharge, donc stations de ravitaillement en hydrogène, et aussi aux
investissements dans la mobilité urbaine propre, puisque pour faire ce report modal, c'est là où il y a vraiment aussi besoin, vous le disiez, en particulier en France, d'un accélérateur, sachant qu'il y a déjà des mesures qui sont incluses dans le plan français aujourd'hui, et en particulier, comme je le disais, sur la rénovation des lignes de RER en région parisienne, sur les tramways et sur les bus propres. Voilà, donc une opportunité supplémentaire qui s'offre pour financer la mobilité propre dont on a besoin au niveau européen. Merci beaucoup, c'est voilà, c'est super clair et on voit bien les efforts et les sommes qui sont quand même assez colossales. Je pense que on est un peu abasourdi par les montants qui sont mobilisés pour financer ces investissements. Ouais, d'ailleurs, dans nos négociations, ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, on a quand même beaucoup d'argent disponible sur la table avec des flexibilisations accrues hein, sur les types de financement, sur l'aspect aussi aide d'État où on sera beaucoup plus flexible dans l'assessment, dans notre analyse des PIEC, là, donc les projets d'intérêt importants au niveau européen, comme sur les batteries, mais que parfois les États membres ont du mal à nous proposer des projets matures qui permettraient d'accélérer vraiment cette transition. D'accord. Ok. Je passe la parole maintenant à Jean-Luc Brossard sur le changement peut-être de l'usage. Ouais, avant d'arriver, donc moi je voulais simplement reprendre les messages importants. Donc en fait, oui, l'automobile va évoluer de façon significative. Hein, et on a l'habitude de dire de façon plus importante dans les 10 prochaines années que les 100 dernières. Donc on est réellement dans un challenge très fort et une rupture technologique forte. Par contre, la trajectoire vers la neutralité carbone passe par l'électrification massive des véhicules. Donc c'est ce qu'on a démontré. Principalement pour les véhicules légers avec batterie, pour des véhicules utilitaires légers ou des flottes professionnelles qui ont des usages intensifs, la solution électrique s'accompagnera de fuel cells. Donc c'est vrai, comme je l'ai expliqué, pourquoi pour un artisan ou une société de livraison qui utilise des vannes ou de niveau 1 ou de niveau 2, mais c'est vrai aussi pour des flottes de taxis, hein, on le voit avec des sociétés en France comme Hype ou iSaveco. Et puis, bien sûr, pour des camions à usage très intensif, il peut être le long haul ou des bus dans certains cas. Donc, il faut absolument qu'on favorise l'écosystème pour développer cette électrification. Ça passe par la nécessité de décarboner, bien sûr, notre électricité pour ces usages-là. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut vraiment avoir une influence rapide sur la décarbonation, c'est pas investir sur des nouvelles technologies à cycle long. C'est-à-dire que le déploiement de la mobilité hydrogène ne sera possible que réellement en 2030, dans une dizaine d'années pratiquement. Par contre, aujourd'hui, on a toujours une majorité de véhicules qui roulent avec de l'énergie fossile. On parlait de 40 millions en France, plus de 250 à 300 millions en Europe. Et donc, il est important de trouver une énergie décarbonée, c'est-à-dire des carburants décarbonés qui sont substituables en fait aux carburants actuels. Alors, c'est peut-être de passer, alors c'est un peu technique, mais les B7-10 que vous avez à la pompe aujourd'hui avec plus de biocarburants en passant à du B20-E30. Et là, ça aura un impact sur la contribution carbone de la mobilité beaucoup plus importante. Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la mobilité, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est la liberté de mouvement. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui encore 80% des kilomètres parcourus à peu près, je ne me rappelle plus le chiffre qui a été donné, sont faits encore en automobile et individuel. C'est parce que on veut pouvoir, les personnes veulent pouvoir aller où ils veulent quand ils veulent, avec le temps le plus court et le plus fiable. Et donc, l'automobile est la possibilité d'assurer cette liberté de mouvement et en plus de répondre. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas parler que des centres-villes, mais si vous êtes à 50 km d'une ville, aujourd'hui, il n'y a pas une architecture du transport public qui vous permet d'éviter un usage de mobilité du quotidien individuel et libre. Donc, il faudra absolument qu'on ait la possibilité de passer au maximum pour ces usages. J'ai l'habitude de dire que moi, globalement, la mobilité automobile, c'est une mobilité régionale. La mobilité
ferroviaire à grande vitesse, c'est une mobilité interrégionale, et la mobilité intercontinent ou interpays, ça peut être l'aviation plutôt, et ainsi de suite. Mais de toute façon, pour la mobilité régionale, pour des distances inférieures à 300 km, donc d'autonomie, c'est clair que la solution électrique doit être déployée. Et pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens, il faut que les usages soient facilités. Et la meilleure chose de faire, c'est un déploiement de l'infrastructure de recharge cohérent et très rapide. C'est le point important. Avec des recharges électriques lentes, on a tous, ceux qui ont la possibilité d'avoir des pavillons, des places de parking, la possibilité d'avoir une charge à 7,4 kW, des recharges rapides sur les corridors. Pour les camions, parce qu'on a dit tout à l'heure, suite à la réunion d'hier au niveau de la Commission européenne, une forte majorité des camions dès 2025, entre 10 et 15%, seront forcément électriques. Et puis des stations de ravitaillement en hydrogène. On a présenté à l'occasion d'Evolution un déploiement en fonction des flux de mobilité, un déploiement des stations en France, et on a besoin en 2030 pour faire rouler l'ensemble du parc en fait qu'on est en train de vendre, parce qu'il faut savoir que les industriels en fait sont partis, c'est plus un rêve. Vous avez Stellantis et Ivia qui proposent 8 modèles en fait dès 2023. Vous pouvez acheter tout de suite un Vivaro hydrogène si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Donc il y a des véhicules, il y a des investissements qui ont été aidés dans le cadre des IPCEI pour l'ensemble des industriels. Ça peut être Plasticomium, ça peut être Forvia, ça peut être donc pour les réservoirs, ça peut être Symbio pour les piles ou Ivia pour les piles, ça peut être Arkema pour les membranes. Donc il y a énormément d'investissements qui ont été faits pour le déployer. Par contre, il faut que tout soit cohérent, c'est-à-dire que l'État français, l'Europe financent les technos, mais il faut que ça soit compensé aussi, bien sûr, par l'énergie qui soit bien décarbonée en amont et l'infrastructure qui soit en place. Donc, il y a une urgence pour moi à développer l'infrastructure. Ce n'est pas des montants énormes, c'est ce que je vous ai dit, mais il faudrait que ça soit considéré comme un bien commun et un bien public et non pas comme un bien privé. Et c'est très important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte en fait l'analyse de cycle de vie, parce que tous les discours que vous avez faits, c'est concentré sur le carbone footprint. Mais le carbone footprint, ce n'est pas la seule problématique. Il faut bien qu'on regarde une approche qui soit multicritère, qu'on regarde les impacts sur l'eau, qu'on regarde tout et qu'on regarde bien dans toute l'analyse cycle de vie, depuis l'extraction des matières, depuis la production, les usages et la fin de vie. Et qu'on regarde quelle est la meilleure solution pour diminuer à la fois l'empreinte carbone et à la fois diminuer avoir une responsabilité sociale et environnementale qui soit réellement en ligne avec les objectifs qu'on se fixe. Donc attention à ne penser que carbone, c'est une chose qui est relativement importante. Alors, ensuite, au niveau des usages, bien entendu, il y aura une modification des usages de la mobilité demain. Donc si on prend le stade précédent, et au suivant, pardon. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que pour le zéro émission, l'exemple de Stellantis, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il est déjà ancré dans les plans. Vous voyez le nombre de véhicules. En fait, on va proposer dans les 10 prochaines années plus de 75 véhicules. Donc, les véhicules sont déjà lancés et certaines marques, dès 2027, ne font plus que des voitures électriques. Donc, entre 2027 et 2030, 100% des véhicules qui vont être proposés à la vente en Europe seront électriques. Et ça veut dire, c'est aussi une des raisons, on est quand même assez étonné que l'Europe, qui vient de nous dire qu'il y aura un ban des véhicules thermiques en 2035, et pour des raisons industrielles, ça nous impose, nous, à remonter 10 ans avant dans les choix d'investissement industriel, et donc dès 2027 d'arrêter la production de véhicules thermiques, de perdre du temps à discuter sur un Euro 7 qui interviendrait en 2025 ou 2026 pour des voitures qui, de toute façon, seront vendues qu'à des niveaux marginaux et qui n'auront aucun impact, en fait, sur la contribution carbone. Donc, nous, on est plutôt dire, OK, on a pris le choix de décarboner. Ce choix de décarboner, c'est d'aller vers une mobilité électrique à batterie ou à hydrogène. Eh ben, on se bolide sur ces technologies-là. Et on demande. Et on essaye de voir si, avec bien sûr, il y a une clause de revoyure en 2026, comme on l'a dit, si les clients, en fait, s'y retrouvent en termes de mobilité, parce qu'ils veulent garder quand même une mobilité individuelle et libre. Et donc, il faut trouver la capacité de leur répondre. Et pour les flottes industrielles, la capacité de répondre à des usages très, très intensifs.
Donc, de toute façon, nous, le véhicule électrique, demain, il sera à la fois connecté, autonome. Il y aura des services associés. On ne sera plus vendeur de voitures, mais on a commencé à être provider de mobilité. Il y a des fondamentaux sur lesquels on ne touchera pas. C'est au niveau de la sécurité, au niveau de la capacité. Donc, c'est vrai que ceux qui revendiquent des voitures à pédales ou ainsi de suite, le jour où ils vont rencontrer un bus, ça va être très dangereux. Vous savez que déjà aujourd'hui, si vous regardez les morts dans Paris, ils ne sont pas liés associés à l'automobile. Ils sont quand même associés à de la mobilité ou à vélo, ou à monoroue, ou en trottinette, ou piéton. Donc, il faut faire relativement attention et il faut savoir que on partage la chaussée aujourd'hui. Alors, peut-être que demain, on sera capable de séparer les usages en fonction des chaussées, mais c'est quand même en infrastructure très, très lourd. Et donc, il faut qu'on ait une certaine cohérence. Et donc, nous, les sujets de sécurité sont quand même des sujets qui sont fondamentaux et sur lesquels on ne reviendra pas en arrière. Les gens ne veulent pas revenir en arrière. On a plus de 3000 morts actuellement par an globalement sur nos routes. Vous voyez l'émotion que génère un accident comme celui de Pierre Palmade. Donc, il faut faire attention à peu près. Il faut absolument qu'on soit. Ensuite, nous, toute notre réflexion va être sur le respect de l'empreinte environnementale et de l'empreinte carbone, mais dans toutes les conditions, c'est-à-dire les usines vont devenir zéro carbone très, très rapidement. Et dès 2038, en fait, on est net zéro, entre guillemets. Et puis, le vrai sujet que l'on a, c'est comment on aborde le sujet de l'acceptabilité client et de la fourniture d'une mobilité abordable. Donc, il y a bien sûr l'intermodalité qui va rentrer en compte, mais pas que, parce que justement, il y a encore quand même une part importante de mobilité individuelle. Et donc, les réflexions sur le leasing à 100 €, des choses comme ça, encore que aujourd'hui, si vous voulez prendre une Fiat 500 en location d'achat, elle est à 129 €, donc ça n'est déjà pas très cher, entre guillemets. Donc, on a beaucoup de tendances sociétales qu'on observe. Vous avez vu qu'on va jusqu'au dernier point. Par exemple, on s'est lancé dans on a investi dans une société de drone taxi, entre guillemets, pour les transports aéroports centre-ville ou des choses comme ça. Donc, on regarde bien sûr toutes les évolutions sociétales et technologiques de telle façon à les accompagner. Mais pour les 10, 15, 20 prochaines années, c'est surtout l'électromobilité qui prime. Ok, merci beaucoup. Ça permet une transition, effectivement, la question de véhicules abordables. J'ai pas mal de questions que je vous reposerai après la dernière intervention, celle d'Edouard Reynaud. Donc, quelle solution de décarbonation suivant les territoires? Et puis, j'en profite pour poser tout de suite la question. Il y a une personne qui signale que desservir en transport en commun le périurbain, c'est extrêmement coûteux. Et donc, il y a la question, effectivement, de à quel coût tout ça peut-il se faire? Oui. En tout cas, on voit bien que le sujet est passionnant et je vous rejoins, Monsieur Brossard, sur l'idée que tout est complémentaire et que l'objectif, c'est bien d'assurer la liberté de mouvement parce que je pense que c'est ça le fondamental de la mobilité. Si on regarde par rapport à ce que j'ai expliqué précédemment les géographies des emplois et des lieux de résidence et qu'on se dit que il faut faire que du report modal. Évidemment, je pense que c'est pas réaliste et ça n'apporte pas une solution adaptée aux besoins notamment des territoires peu denses. Donc, si j'avais à essayer de faire quatre grandes catégories, j'aurais les grandes aires urbaines où on doit gérer la rareté de l'espace public. Et les phénomènes de congestion, on doit les contrer. C'est clair que là, je serais plus favorable, et je pousse d'ailleurs dans ces voies-là, avec les collectivités et les AOM, à ce que la décarbonation passe par le report modal avec le déploiement d'une vraie offre alternative pour les déplacements quotidiens longs supérieurs à 5 km. Hein, on s'est dit tout à l'heure, les citoyens français font en moyenne 34 km par jour, donc ce n'est pas des 100, 300 km, ce n'est pas de la longue distance, c'est vraiment de la courte distance, mais avec suffisamment de kilomètres pour que ça ait un impact à la fois à hauteur de 16% sur les émissions de gaz à effet de serre et également sur le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, il faut trouver la bonne combinaison donc sur
l'échelle de l'aire urbaine et donc sur le périurbain proche, on est clairement à pousser une offre collective de transport en commun qui permet d'être fiable, structurée, régulière et qui est facile à emprunter. Et donc là, il y a nécessairement l'idée d'investir de manière différente. Pour les liens entre les villes moyennes ou les villes moyennes polarisées sur les grandes aires urbaines, la décarbonation, selon nous, elle passera à la fois par le car, ou le car express ou la ligne régulière, et le train en intermodalité avec la voiture ou le vélo. C'est-à-dire qu'on arrive avec son vélo dans un parking sécurisé. Quand on est arrivé, on arrive par des voies cyclables sécurisées également, et on laisse son vélo, on prend soit le train parce qu'il y a une fréquentation qui le justifie, soit le car express parce qu'il y a une infrastructure qui est déjà existante, et c'est quand même un moyen rapide, économique à mettre en œuvre, et également pour répondre à ce besoin qui aujourd'hui n'est pas assouvi et ne permet pas d'alternative à l'usage de sa voiture personnelle. L'idée étant, bien sûr, de continuer à avoir une voiture personnelle en local. Pour au sein des villes moyennes, c'est clair qu'on on va pas non plus rééquiper les villes moyennes comme on a équipé les grandes métropoles et les grandes agglomérations, mais c'est bien un mix entre le transport en commun et l'utilisation du vélo, plus le transport en commun et de la voiture électrique. Donc c'est un mix, là où le vélo peut gérer son effet sur les faibles distances, la voiture peut permettre de rejoindre la ville moyenne parce qu'on est un peu à distance, et le transport en commun qui offre la solution dans le centre de la ville moyenne. Et puis pour toutes les zones en faible densité, et j'allais dire hors catégorie sociale fragile, qui ont besoin d'un transport peu cher, c'est sûrement, et vous l'avez cité chez Stellantis, le véhicule électrique qui passera la décarbonation. Donc c'est vraiment une complémentarité complète. Nous, vous le savez, on est à la fois dans le ferroviaire, à la fois dans les lignes régulières régionales, interrégionales, et également on travaille beaucoup avec le covoiturage. Et tout notre enjeu, c'est bien de mêler cela, d'utiliser à la fois, à dire, les 28 000 km de voies ferrées, mais qui ne sont pas en capacité d'irriguer l'ensemble du territoire national, mais de travailler aussi avec le million de kilomètres de voiries qui sont une infrastructure existante, qui entre les autoroutes et les voies pour rejoindre les grandes améliorations sont en très bon état. Et donc, c'est la capacité à pouvoir dédier des voies et travailler des solutions rapides et efficaces. Il y a plein d'exemples dans le sud parisien pour rejoindre la gare de Massy, entre Créon et Bordeaux, qui démontrent qu'à la fois on gagne du pouvoir d'achat, à la fois on gagne du temps utile, et à la fois on a un vrai effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Et tout ça est bien des solutions qui sont complémentaires. Et pour faire le choix de ces investissements, vous avez raison, je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement carbone, il faut raisonner dans une dimension RSE un peu plus globale, mais déjà la dimension tonne évitée carbone est une notion qui est intéressante parce qu'elle permet d'abord de chiffrer le coût de la tonne évitée, et puis également de pouvoir essayer de raisonner un petit peu différemment. Je vais prendre deux exemples. Si je regarde les chiffres donnés sur le ferroviaire et la volonté de réinvestir pour travailler les petites lignes ferroviaires et rénover l'infrastructure, ça donne de manière très, très directe une lecture à 1 000 € la tonne CO2 et un coût pour le ferroviaire d'à peu près 35 € du kilomètre, du train kilomètre. Et si on regarde la solution Car Express, qui peut être une complémentarité en fonction du niveau de fréquentation notamment, on est tout de suite dans des tonnes négatives CO2 parce qu'on se substitue à l'utilisation de la voiture, et un coût du car kilomètre de 3,50 €, qui est quand même 10 fois moins cher. Donc il y a des solutions complémentaires. On est au début de l'ensemble de ces réflexions. On sent que
le périurbain est devenu et les zones moins denses sont devenues vraiment l'axe majeur de travail pour pouvoir avancer. Et il faut introduire ces notions de bon choix. Vous avez parlé de bien commun, mais le bien commun, c'est aussi l'argent public et comment on l'utilise à bon escient et au meilleur endroit. Merci beaucoup, c'était super clair une fois de plus. Alors on va passer aux questions. Donc j'en ai une, je vais en prendre plusieurs dans une pour Jean-Luc Brossard sur la question de la taille des véhicules. Et en fait, aujourd'hui, une question est posée en disant, en fait, finalement, les petites voitures aujourd'hui, elles sont essentiellement produites à l'étranger. Et pourquoi est-ce que les constructeurs automobiles français se polarisent toujours sur le haut de gamme? Et une deuxième question, mais qui est très liée, et quelle est la position de Stellantis sur les véhicules intermédiaires, les petits véhicules? Ouais, alors j'avais déjà partiellement répondu. Globalement, faut pas oublier je dis, faut l'usage et comment les gens qui possèdent un véhicule le dimensionnent. On a toujours dimensionné son véhicule pour un usage exceptionnel. C'est-à-dire, vous avez 90% du temps, vous êtes souvent seul ou deux dans la voiture, mais vous avez quand même 4 ou 5 places associées. Vous avez peut-être qu'un ordinateur à transporter, mais vous avez un coffre de 350 litres. Donc, les gens raisonnent par rapport à leur usage exceptionnel. C'est vrai pour les véhicules particuliers, c'est vrai pour les usages professionnels. Si vous regardez pourquoi un certain nombre de flottes de vannes s'orientent, en fait, et de fourgons s'orientent vers des véhicules à hydrogène plutôt qu'à électrique, parce que 50 jours par an, ils ont la nécessité de faire plus de 400 km dans la journée et de changer de conducteur en moins de 10 minutes. Et ça, aujourd'hui, le véhicule à batterie ne le propose pas. Donc, il est clair que c'est ça qui le fait. Et donc, on est dans une logique d'achat, en fait, d'intention d'achat qui a un équilibre entre le coût à l'usage, la prestation d'usage et ainsi de suite. Et donc, à usage équivalent, les gens prendraient toujours la voiture la moins chère. Mais comme les usages ne sont pas équivalents, ils dimensionnent en fait son achat par rapport aux usages. Alors après, pourquoi les gens achètent du haut de gamme? Alors les gens n'achètent pas du haut de gamme en France. On l'a dit tout à l'heure, le marché, c'est un marché essentiellement d'occasion. C'est-à-dire que si vous avez entre 5 et 6 millions de voitures qui sont vendues en France par an, vous en avez que 1,4 million, 1,5 million qui sont en fait véhicules neufs. Et dans ces 1,5 million de véhicules neufs, vous avez 50% de flotte, 60% de location ou avec option d'achat ou en location en longue durée, et le reste qui est acheté essentiellement souvent à crédit. Et vous regardez que l'âge moyen d'achat, vous avez des articles qui sont parus aujourd'hui sur Citroën, où l'âge moyen de l'acheteur individuel en fait d'une Citroën aujourd'hui il a 62 ans. Donc en fait la majorité des gens en fait roulent non pas avec des véhicules comme vous dites premium ou haut de gamme, mais roulent en fait avec des véhicules d'occasion. Et qui sont quand même, en France, on est un marché qui privilégie ce qu'on appelle le segment B et le segment C, c'est plutôt des petites dimensions. Ensuite, les véhicules encore plus petits, en fait, il y a des usages qui sont possibles, mais comme j'ai dit, les gens, ils vont pas acheter une monoplace parce qu'ils sont principalement, c'est tout le côté pervers de dire l'usage moyen de la mobilité, même périurbaine, les gens font moins de en moyenne 37 km. Si par hasard, ils doivent aller chercher un gamin sur son terrain de football dans une ville voisine, revenir pour aller voir un docteur, refaire un autre parcours et qu'ils sont amenés à faire plus de 100, 150 km dans la journée, eh ben, il faut raisonner par l'usage exceptionnel. Et c'est ça ce qui est fondamental. Donc après, toutes les petites voitures, on a fait des propositions parce que ça soit Renault avec la Twizy, que ça soit Stellantis avec la Mi-One, il y a des propositions de véhicules décontentés. Là, bon, en plus, c'est des quadricycles à moteur lourd, mais qui ont des usages hyper limités et c'est des volumes qui sont très, très faibles. Si vous regardez à Mi-One aujourd'hui, il y a à peu près 40 à 50 000 voitures qui ont été vendues depuis le lancement de la voiture. Quand on parle d'un parc roulant qui a un impact sur la carbonation qui est de 40 millions de voitures. Donc, si on veut décarboner, il faut décarboner la masse. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, il
il n'y a pas d'interdiction à répondre par des niches et avec des solutions de niche, mais il faut surtout avoir une décarbonation. Donc moi, à titre personnel, entre guillemets, l'intérêt, c'est plutôt d'une réflexion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de decontenting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rassurer les gens et passer à l'électrique, on a fait une surenchère sur le dimensionnement des batteries pour dire, bah, regardez, vous avez des autonomies possibles qui sont justement capables de faire 300, 400, 500 km. Et vous avez eu des surenchères sur les équipements pour aussi des temps de recharge relativement courts. Si on a une infrastructure suffisamment développée à un moment donné qui facilite en fait la capacité de recharge et le temps de recharge, il est clair qu'on peut decontenter. Et donc decontenter, c'est-à-dire mettre des véhicules de dimension au juste nécessaire, parce que toujours une voiture plus petite, ça a un intérêt, c'est vertueux de toute façon au niveau du CO2. Et de la même façon, mettre des batteries beaucoup plus petites, et ça a aussi une vertu très forte parce que vous avez moins de matériaux critiques, vous avez moins de consommation d'énergie à la production, un certain nombre de choses. Donc une logique de decontenting sur la base de véhicules à usage polyvalent pour la majorité de nos clients, oui, je pense que c'est quelque chose vers lequel naturellement la tendance va aller. Néanmoins, sans remettre en cause les fondamentaux. J'ai dit, il y a certains fondamentaux sur la sécurité, sur la fiabilité, que les gens ne remettront jamais en cause. En fait, aujourd'hui, plus personne a envie de s'arrêter au bord de la route, lever son capot et mettre les mains dans son carburateur. Hein. C'est quelque chose qu'on fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Oui, vous avez très bien répondu. Il y avait une question quand même complémentaire qui était de dire aujourd'hui les petites voitures électriques ne sont pas faites en France. Quid demain? Oui, alors la problématique, c'est que qui dit petite voiture, les gens associent à petit prix, entre guillemets. Et donc la problématique, c'est la rentabilité et le business model. Depuis plusieurs années, on est incapable d'avoir un business model rentable pour fabriquer même des véhicules du segment A en France. C'est-à-dire que des véhicules comme la 108, la C1 et autres étaient faites dans l'Est de l'Europe. Des véhicules, quand vous regardez même une Clio, c'est fait en Turquie, c'est un certain nombre de sujets. Donc, en fait, de plus en plus, en fait, il n'y a pas de rentabilité possible parce que le coût de production de la France, hein, vous savez qu'on est encore, il y a eu l'enquête est sortie de l'Institut Montaigne est sortie hier soir, je crois. Le coût de production en France est le deuxième coût de production le plus important en Europe, après la Suède. Et c'est pas en disant on va trouver des solutions alternatives à une réforme de la retraite en augmentant les charges ou en augmentant les impôts qu'on va favoriser en fait la compétitivité des entreprises. Il est important pour ces pays-là d'avoir une compétitivité forte. Et donc c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on a encore un tissu industriel qui n'est pas compétitif par rapport à d'autres. Et donc, si vous regardez, j'ai parlé tout à l'heure de Twizy ou de Z1, je ne sais plus comment ça s'appelle chez Renault, de Ami One et autres, c'est des voitures qui sont fabriquées au Maroc parce que le coût du travail est beaucoup moins cher qu'en Europe. Si vous regardez la voiture électrique accessible de Renault, qui s'appelle la Spring, hein, je crois, elle est fabriquée en Chine. La C3 électrique de Stellantis, elle est fabriquée en Inde. Mais c'est parce que les coûts de production sont beaucoup moins faibles et beaucoup plus faibles et avec des conditions sociales qu'il faut regarder dans le détail. Mais on est très privilégié en France. Et c'est vrai que la majorité des voitures qui sont capables d'être rentables en France, c'est des véhicules ou utilitaires ou des véhicules du segment C et C+. Donc vous avez facilement, vous regardez, des 308, des 5008, des 3008, toutes ces voitures-là sont fabriquées en France. Et les voitures à forte valeur ajoutée. Donc, les voitures électriques aussi, vous avez la DS3 e-Trans, la Moka électrique, elles sont fabriquées en France. Mais les toutes petites voitures, c'est un business model industriel. Hein. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Il y a une question pour Carole Labbé, la question en fait de quelqu'un qui écrit en disant 70 milliards d'euros, c'est quand même pas beaucoup pour les voitures les voitures électriques qui ont un surcoût de 10 000 euros souvent par modèle. En fait, quelle est la place et quel rôle en fait du financement ou du soutien européen dans cette décarbonation de la mobilité? Oui, donc c'est sur le Fonds social pour le climat.
Alors effectivement, l'enveloppe peut paraître dérisoire par rapport aux besoins, mais on a effectivement un budget restreint. Donc c'est un accompagnement qui nécessite aussi un accompagnement du côté des États membres. Et puis on espère, avec tout le paquet réglementaire qu'on est en train d'adopter, que les prix vont commencer aussi à baisser sur le véhicule électrique. Bon, on n'est pas là pour résoudre l'ensemble des problèmes et du business model, mais par rapport à cette question du coût des véhicules et qui sont aussi donc produits pour les petites voitures à l'étranger, on a mis en place, et ça j'en ai pas parlé, donc ça va se faire aussi dans les prochaines années parce que ça prend du temps, mais c'est un pendant du système ETS, donc d'échange des quotas carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc ça ne résoudra pas tous les problèmes par rapport au coût du travail, mais en tout cas ça permettra d'éviter de la concurrence déloyale avec des pays qui fabriquent dans des conditions en tout cas environnementales, avec des émissions de CO2 très élevées, avec donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une sorte de taxe carbone aux frontières, même si ce n'est pas exactement ça, pour remédier aux différences de coûts entre la fabrication en Europe, avec nos industriels qui sont soumis à ce coût du carbone, et les industriels hors Europe qui ne sont pas soumis au coût du carbone. Après, par rapport au prix de l'énergie, là, on est dans un contexte aussi très particulier avec l'explosion des coûts, donc pétrole, gaz et puis du coup électricité. Donc sur l'électricité, on va aussi proposer une réforme qui est dans les tuyaux du marché de l'électricité pour que l'électricité soit pas impactée par le prix du gaz. Et on accepte aussi que les États membres, avec les aides d'État, puissent soutenir les ménages dans l'aide aux revenus ou l'aide au soutien des coûts de l'énergie pour les ménages les plus modestes, mais en les invitant aussi à cibler ces aides sur les ménages les plus modestes. Voilà. D'accord. Et moi, j'étais aussi frappé dans votre intervention. Vous parliez du marché européen du carbone. Je rappelle qu'on est passé de 5 € la tonne en 2005. Aujourd'hui, on ne doit pas être loin des 100 €, ce qui prouve que les entreprises anticipent une augmentation du prix du carbone. Et vous citiez, parce que le financement de la décarbonation ne peut pas venir que des fonds publics, pour répondre à la question, notamment européens, il y a aussi les États. Mais via ce marché, vous citiez des revenus de l'ordre de 500 milliards d'euros, entre 400 et 560 de mémoire. Vous pouvez un petit peu préciser, parce que à qui vont ces milliards? Alors, ces milliards, ils sont injectés dans plusieurs fonds au niveau européen. Donc, il y a le fonds de l'innovation qui récupère des recettes du système ETS, le fonds de modernisation. Donc là, c'est pour vraiment accompagner les investissements. Et puis, on prévoit aussi de récupérer une partie de ces quotas carbone qui vont dans l'escarcelle des États membres pour financer et abonder ce fonds social pour le climat. Et après, les États membres qui récupèrent aussi ces recettes ces financements après sont fléchés pour soutenir la décarbonation, et donc ça peut aller dans des aides directement aux ménages, et ça va aussi dans des investissements beaucoup sur la rénovation énergétique des bâtiments, dont c'est pas le sujet aujourd'hui, mais aussi sur les transports propres. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce séminaire. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir. Peut-être un mot de la fin pour Édouard Reynaud qui a répondu en fait dans ses interventions aux questions qui étaient posées. Édouard, pour conclure. Un petit mot. Allô. Oui. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est tous en position de prendre des décisions et de travailler pour les générations futures. Je crois que c'est l'enjeu principal qui est face à nous, et je crois que c'est bien la complémentarité des solutions qui fera qu'on y arrivera tous collectivement, et que chaque acte compte, et que, in fine, en tout cas pour ce qui nous concerne, le transport collectif et le transport public est une vraie solution, et pour résoudre cette problématique de gaz à effet de serre produit par les transports. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, merci pour vos interventions. Moi, je pense que, pour reprendre sur le titre, on parlait mission impossible. Alors, on peut avoir des questionnements sur la temporalité, mais il me semble que vous avez les uns et les autres montré que, il y avait des solutions techniques possibles, que deux,
elles étaient en cours de déploiement et que 3, il y avait des fonds quand même assez considérables qui étaient mobilisés par la puissance publique. Alors évidemment, tout ça va impacter les usages et le porte-monnaie, mais voilà, on voit bien qu'en Europe, on fait attention en tout cas à l'impact social de cette décarbonation et qu'on essaye d'y pallier de la meilleure façon possible. En tout cas, c'est une préoccupation assez importante. Donc, soyons positifs, puisque si on a un challenge, mais on a aussi des solutions. Et donc, par rapport au pessimisme qui peut régner parfois en France, il me semble que c'était important à souligner. Merci beaucoup. Il y aura sans doute une retransmission, en tout cas un enregistrement de ce séminaire. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et les présentations seront également disponibles en ligne. Donc, on vous retrouve dans un prochain webinaire de l'URF qu'on vous annoncera dans prochainement. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.